Le changement climatique, la perte de la biodiversité, on est tous à peu près d'accord sur l'urgence. Mais la vraie question, c'est comment on passe de cette prise de conscience générale à une loi, à une action concrète. Eh bien, c'est tout sauf simple. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce processus, ce chemin parfois très sinueux de l'action publique pour l'environnement. Regardez bien cette image parce qu'elle résume presque tout le problème. On voit ici Sultan Al-Jaber, le président de la COP28 en 2023, c'est-à-dire le plus grand sommet mondial sur le climat. Et son autre job, PDG de la Compagnie pétrolière nationale des Émirats. Oui, un géant du pétrole qui pilote les négociations climatiques. Ce paradoxe, il est énorme et il illustre parfaitement toutes les tensions, toutes les contradictions qu'on trouve au cœur de l'action environnementale. Alors, pour y voir plus clair dans cette complexité, on va suivre un plan en 4 étapes. D'abord, comment un sujet comme le climat devient-il une priorité? Ensuite, qui sont les joueurs sur le terrain? Troisièmement, quels outils les gouvernements ont-ils en main? Et enfin, la question qui fâche, pourquoi c'est si compliqué d'avancer? Allez, première partie, l'étincelle. Parce qu'un problème environnemental, même s'il est gravissime, ce n'est au départ qu'un dossier parmi des centaines d'autres sur le bureau des politiques. Pour qu'il devienne une priorité, il doit se frayer un chemin et arriver tout en haut de la pile. Voyons comment ça marche. La question de fond, c'est vraiment celle-ci. Qu'est-ce qui fait qu'une simple inquiétude se transforme en un véritable problème public, un sujet qui exige une réponse politique quasi immédiate? En fait, tout passe par ce qu'on appelle l'agenda politique. C'est la to-do list, très sélective des sujets sur lesquels les décideurs se concentrent. Réussir à faire entrer un enjeu sur cet agenda, c'est déjà la toute première bataille de gagner pour n'importe quelle action publique. Pour comprendre comment un sujet s'impose, on peut utiliser le modèle des 4 P. Tout commence avec le pouvoir de mobilisation des citoyens ou des associations. Mais pour mobiliser, il faut une bonne perception du problème. Il faut une histoire qui touche les gens. Et cette histoire, elle est d'autant plus percutante que la puissance du problème, c'est-à-dire la gravité de ses conséquences, est forte. Et enfin, le déclic final, c'est souvent la proximité, quand le problème nous touche directement, chez nous. Le premier P, le pouvoir, le voilà en action. Les manifestations, les pétitions, les campagnes citoyennes, ce sont de vraies démonstrations de force qui forcent littéralement les responsables politiques à prêter attention. C'est la pression de la société qui met le sujet sur la table. Bon, une fois que le sujet est sur la table, on passe à la deuxième étape. Qui entre en jeu? Parce que là, une foule d'acteurs débarque dans l'arène et chacun a bien sûr ses propres intérêts à défendre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du monde. On a les ONG comme Greenpeace, les mouvements citoyens, les scientifiques du GIEC qui sonnent l'alarme, mais on a aussi les entreprises, les lobbies industriels, les partis politiques et bien sûr les gouvernements. Bref, tout ce petit monde se retrouve à la même table, mais pas forcément pour commander le même plat. Et évidemment, avec des objectifs aussi différents, ça crée des étincelles. La bataille pour les ressources communes, comme l'eau par exemple, ça cristallise des visions du monde qui sont parfois totalement opposées. Les tensions deviennent alors presque inévitables. En gros, ces interactions peuvent prendre 2 formes. D'un côté, le conflit, comme on l'a vu en France avec les méga-bassines, où agriculteurs et écologistes se sont durement affrontés sur la question de l'eau. Mais heureusement, de l'autre côté, il y a aussi la coopération. Par exemple, quand plein d'acteurs différents s'allient pour un objectif commun, comme la lutte contre le gaspillage alimentaire. D'accord, le problème est identifié, les acteurs sont en place, il faut maintenant que les pouvoirs publics agissent. Et pour ça, ils ont une sorte de boîte à outils. Pour simplifier, on peut dire qu'elle contient des carottes, pour inciter, et des bâtons, pour contraindre. L'outil numéro 1, le plus classique, c'est la réglementation. C'est le bâton. L'État fixe des règles du jeu claires, des normes à respecter, des produits à interdire. Le message est simple. Si on ne respecte pas la loi, on est sanctionné. Point. L'avantage, c'est que c'est souvent efficace et ça peut donner des résultats assez rapides. Mais il y a un revers. D'abord, surveiller tout le monde, ça coûte cher. Et surtout, une fois que l'entreprise respecte la norme, elle n'a plus aucune raison de faire mieux, de polluer encore moins. Deuxième outil, la taxation. Là, on change de logique, on n'est plus dans l'incitation. L'idée est fondée sur un principe que tout le monde connaît, le pollueur-payeur. En gros, on rend la pollution plus chère pour que les gens et les entreprises soient poussés à moins polluer. Le gros avantage, c'est qu'on intègre enfin le coût réel de la pollution dans le prix des choses. On internalise l'externalité, comme disent les économistes. Le risque, par contre, il est social. Une taxe peut peser beaucoup plus lourd sur le portefeuille des ménages modestes et créer un sentiment d'injustice. On a aussi 2 outils un peu plus subtils. D'abord, les subventions. C'est la carotte typique, de l'argent public pour aider à l'innovation verte. Et puis, un mécanisme assez malin, le marché des quotas. L'État fixe un plafond total d'émissions à ne pas dépasser et ensuite il laisse les entreprises s'acheter et se vendre des droits à polluer.
Le marché européen du carbone est l'exemple parfait. Ce graphique montre que le prix pour émettre une tonne de CO2 a explosé ces dernières années. Et forcément, quand polluer devient aussi cher, les industriels ont tout intérêt à investir rapidement pour réduire leurs émissions. C'est le but. L'atout majeur de ce système, c'est qu'il garantit qu'on ne dépassera pas un plafond global d'émissions. Mais il a ses failles. Si le prix du quota est trop bas, ça ne sert à rien. Et parfois, le système a été détourné pour de la pure spéculation financière, ce qui n'était pas vraiment l'idée de départ. Bon, on a vu qu'il existait des outils. Alors la question à 1 million, pourquoi les progrès sont-ils si lents? C'est notre dernière partie, on va regarder les obstacles d'abord au niveau d'un pays, puis au niveau mondial. À l'échelle d'un pays, les freins sont connus. Il y a le temps politique qui est très court. Les bénéfices de l'action climatique sont pour le long terme, mais les coûts, eux, sont pour tout de suite. Pas facile à vendre avant une élection. Il y a aussi le lobbying intense de certains secteurs, comme l'agro-industrie contre la baisse des pesticides. Et enfin, il y a les politiques totalement contradictoires, quand un État subventionne les énergies fossiles tout en jurant de respecter ses objectifs climatiques. Au niveau mondial, le défi est encore plus immense. Et ce tableau explique en grande partie pourquoi. C'est l'injustice climatique, noir sur blanc. Un Nord-Américain émet en moyenne 12,5 tonnes de CO2 par an. Un habitant d'Afrique subsaharienne, 0,8. C'est plus de 15 fois moins. Comment on peut négocier un effort collectif équitable avec une responsabilité historique aussi différente? Ça nous mène droit au cœur du problème de la coopération internationale, le fameux passager clandestin. La logique est aussi simple que terrible. Pourquoi est-ce que mon pays devrait faire des efforts qui coûtent cher si les autres pays peuvent profiter des bénéfices sans rien payer? C'est ce dilemme qui paralyse très souvent l'action à l'échelle mondiale. Et on termine là-dessus. Le climat, c'est un bien commun mondial. Chaque pays a intérêt à le protéger, mais chaque pays a aussi un intérêt, à court terme, à l'exploiter pour son propre bénéfice économique. Cette tension entre l'intérêt individuel et le bien collectif, c'est le défi de notre siècle. Et la question reste ouverte. Sommes-nous condamnés à vivre ce que l'on appelle la tragédie des biens communs? Par là. Vous avez aimé le contenu de cette vidéo? Vous êtes nouveau sur cette page? Ici, on apprend en kiffant, pas vrai? N'hésitez pas à liker, vous abonner à Mon Campus Online, activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout à partager.